les années 65 environ que, étant jeune homme, nous cherchions des sujets de promenade. Et un ami m'a dit pourquoi pas aller voir le dolmen de Hamel, et puis éventuellement on ramassera quelques cailloux. On est allé voir le dolmen de Hamel, on a ramassé quelques cailloux avec une émotion extraordinaire, parce que c'est le premier caillou taillé par des hommes il y a quelques milliers d'années. C'est assez émouvant, même si aujourd'hui je me rends compte que c'était un vulgaire éclat. Et puis c'est parti comme ça jusqu'à une opération dans une carrière, une sablière à Oisille-Verger, où en se promenant pour chercher des silex, on découvre une céramique qui dépasse d'un talus d'extraction. On ne pouvait pas laisser faire ça. Donc on intervient, on fouille. C'était une sépulture à incinération. Et c'est ainsi que progressivement, on a été amené à travailler sur du sauvetage. Et c'est comme ça que progressivement, la ville de Douai nous a accordé sa confiance et m'a embauché en 1970, puis une aide en 1972, et c'est comme ça qu'est né le service. Le service municipal a été reçu avec grand intérêt par le public, et notamment par les élus, parce que c'est d'abord eux qu'il faut convaincre. De fait, en 1976, lorsque nous avons commencé une grande fouille dans Douai, au centre de la ville, qui cherchait les origines de la naissance de la ville de Douai, je me souviens que 2 ans après, nous avons fait une visite porte ouverte pour montrer aux Douaisiens ce que nous avions trouvé. Et c'était une première à l'époque à Douai. Et donc nous inaugurons un samedi matin à 11h. Le maire fait son petit discours, je fais le mien. Et puis le maire me dit, mais bon, il y a trop de monde, je reviendrai cet après-midi, on pourra visiter tranquillement. Il revient l'après-midi et il y avait toujours autant de monde. Je reviendrai demain matin, dimanche, là ça va être calme. Il revient le dimanche matin et il y avait toujours autant de monde. On a reçu plus de 3000 personnes en 2 jours. Et je lui dis, vous voyez, monsieur le maire, ça intéresse beaucoup les gens, ils sont nombreux. Ça vaudrait le coup quand même peut-être d'y réfléchir, parce que vous savez, quand on a un décamètre, il vaut mieux être 2 à un chaque bout. Il m'a dit, bon, venez me voir demain dans mon bureau, puis on verra. Et le lendemain, il y avait l'embauche d'une personne. Parce qu'effectivement, la population douaisienne est extrêmement intéressée par les questions historiques et archéologiques. Et d'ailleurs, en 81-82, à la fin de l'opération, nous avons donné une conférence. Alors c'était une conférence un peu particulière parce que vous savez sans doute que la ville au Moyen-Âge est très riche en documents, archives, qui ont été conservés d'ailleurs depuis cette époque-là. Et donc nous avons fait une conférence avec l'archiviste de la ville qui présentait les documents d'archives et que je complétais ou améliorais avec les documents archéologiques que nous avions découverts. La salle des fêtes contient 350 personnes, nous étions à peu près 400. Donc oui, le public est extrêmement sensible et a vraiment goûté à la création de ce service. Et il faut dire qu'ils n'ont pas été les seuls. Les aménageurs aussi ont trouvé très intéressant qu'il y ait un service qui soit à leur disposition, en tout cas un interlocuteur pour toutes les opérations archéologiques. La fouille du village mérovingien de Brebières a été une expérience assez étonnante.
Elle a commencé par la visite chez moi du conservateur du musée avec 2 ou 3 tessons que lui avaient apportés des jeunes de Corbehem et Brebière. Comme il ne connaissait pas grand-chose en domaine de l'archéologie, il m'a demandé ce que c'était. J'ai reconnu, avec difficulté quand même, des morceaux de céramique mérovingienne. Bon. J'ai dit, ça vaudrait la peine sans doute d'aller faire un tour sur le terrain pour voir ce que c'est. Et là, dans une coupe, dans un parc à décantation de l'usine à papeterie de Béguin, je vois une fosse pas très profonde, 20 cm de profondeur, à fond plat, de presque 3 mètres de long. Et en 1963, je ne savais pas très bien ce que ça pouvait être. Il faut fouiller, donc il faut commencer par décaper la partie au-dessus, la terre arable, et on s'aperçoit qu'on est dans une structure qui est de forme rectangulaire. On dégage et on trouve quelques tessons. En général, il n'y a pas grand-chose, quelques tessons, quelques bouts d'os. Et puis, c'est mérovingien, c'est curieux. D'habitude, on trouve des cimetières, mais là, ce n'est pas un cimetière, manifestement. Il n'y a pas de squelette dedans, il n'y a rien. Il faut décaper plus loin. Et alors, on s'y met avec quelques bénévoles, on décape. À l'époque, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de choses comme ça, donc on décape 2000 m² à la main, à la bêche, et on aperçoit des taches rectangulaires de 3 mètres sur 2, noires, qu'on commence à fouiller. 30 cm plus bas, on a un sol, un niveau plat, jaune, damé. Et puis très curieusement, dans les coins, on a des trous ronds. Alors on descend dans les trous. Qu'est-ce que c'est que ces trous-là? Et c'est à ce moment-là que, par hasard, j'assiste à une conférence de Philippe Jessus à l'Hospice Comtesse qui nous parle des fouilles gallo-romaines de Neuss en Allemagne et qui montre des fosses de cette même taille, 10-15 cm de diamètre, que les Allemands interprètent comme des trous de poteau. Ah, mais ça, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une évidence. À l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et donc, ça a été quand même une découverte tout à fait extraordinaire parce que, finalement, on a pu découvrir les éléments d'un village, sachant que beaucoup de questions non résolues à l'époque le sont maintenant parce que des villages mérovingiens, on en trouve un petit peu partout. L'archéologie, comme la recherche, me semble être un élément important, évidemment pour la connaissance, mais aussi pour le public. Et c'est pour ça que dès le début de ma carrière d'archéologue, j'ai pensé à diffuser les résultats de nos travaux, par des conférences, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à propos de la fonderie, mais aussi par une présentation des objets. Et c'est pour ça qu'en 1982, j'ai créé la section archéologique du musée de la Chartreuse, où nous présentions les découvertes faites à la fois par des fouilles, par des prospections, dans la région du Douaisis. Et puis entre 1982 et aujourd'hui, il s'est passé évidemment beaucoup de temps, donc beaucoup de découvertes, énormément d'informations complémentaires, puisque l'archéologie préventive, notamment, nous a permis d'ouvrir des surfaces très grandes, donc d'avoir des objets en quantité, puis des informations qui n'étaient plus seulement localisées, mais à l'échelle d'un territoire. Et donc, dès 2002, j'ai proposé à la communauté d'agglomération du Douaisis la création d'un musée. En même temps, il me paraissait important d'aller au-delà de ça et d'envisager de mettre à côté du musée, j'allais dire, l'histoire vivante, puisqu'après tout, les objets sont morts. Objets inanimés, avez-vous une âme? Et donc, j'ai réussi à faire passer l'idée
qu'il fallait un parc de reconstitution. Le temps de convaincre les élus, le temps d'avoir les financements aussi. Le musée a été inauguré en 2014. Il présente maintenant donc un panel de nos découvertes sous un aspect plutôt pédagogique, parce que l'objectif c'est quand même l'éducation des gens qui n'y connaissent pas grand-chose dans l'archéologie, la préhistoire ou l'histoire. Et puis le parc qui est en train de se développer et qui permet de faire en sorte que les gens qui pensent qu'un musée c'est poussiéreux, c'est pas pour eux, viennent à une fête qui se donne sur le parc, et comme ils sont obligés de passer à côté du musée, bien, en revenant, ils passent par le musée. Nous avons là gagné une dimension supplémentaire pour la population douaisienne notamment, mais au-delà aussi la population régionale. Lorsqu'on fait de la recherche, les découvertes, en fait, ce sont plutôt des interprétations, ce sont plutôt des réponses à un certain nombre de questions. Donc, il n'y a pas des objets particuliers qui sont des découvertes exceptionnelles. Alors évidemment, je ne dis pas, on est content quand on trouve un bel objet, c'est sûr. Mais finalement, ce n'est pas tellement ça qui fait l'intérêt de notre recherche, et il faut bien le dire pour beaucoup d'entre nous, notre passion. Par contre, il y a des moments qui sont émouvants dans cette recherche. Je ne peux pas oublier ce dont je parlais tout à fait au début, la première découverte d'une tombe à incinération. À l'époque, dans les années 60, nous n'avions pas d'atelier, nous n'avions pas de laboratoire, rien du tout. Donc tout ça, ça se passe chez soi, on ramène les objets chez soi, on les lave, etc. Et je me souviens encore, devant le lavabo familial, à 10 h du soir, en train de nettoyer des ossements humains pour la première fois. Il est clair que ça laisse des traces dans son imaginaire. Et puis, quelque part, ça correspond aussi un petit peu à notre métier, c'est-à-dire le devenir de l'homme, à la fois dans ce qu'il a été, mais aussi peut-être, espérons-le, dans ce qu'il va être. Et donc, c'est là, ce sont ces émotions-là qui sont certainement les plus importantes. La définition de l'archéologie, pour moi, c'est la connaissance du passé pour améliorer l'avenir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des travailleurs du passé, mais on est là aussi pour que tout ça serve à l'éducation future. Si nos dirigeants pouvaient être des historiens, peut-être pourraient-ils se nourrir du passé pour éviter de faire des bêtises ou pour faire mieux.